che Silorio Massarini soutiene Dina Forza. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange, un programme historique exceptionnel ce soir, les Templiers et l'alchimie. Les Templiers, ça va être notre premier dossier jusqu'à 23h. Les Templiers, dès que ce nom est prononcé, il excite l'imaginaire et les fantasmes. Cet ordre qui fut créé par Hugues de Pins en 1128 et dissous en 1314 avec la mort du dernier grand maître Jacques de Molay sur le bûcher, est entré dans la légende. Avait-il des rituels secrets ? Étaient-ils, ces Templiers, détenteurs d'un trésor particulier ou d'un secret que l'Église veut encore préserver ? Qu'est devenu ce trésor ? Durant la première heure, nous ouvrirons ce dossier historique avec Monsieur Jacques Rolland, un historien qui est l'auteur de 2 livres aux éditions d'Hervy. Le premier fut Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple et le second paru récemment chez d'Hervy, toujours dans la collection poche, L'assassinat programmé des Templiers. Jacques Rolland, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Dites-moi, première question, je vous la reposerai évidemment plus en détail tout à l'heure. Vous ne savez pas où est le trésor des Templiers par hasard ? Pas encore. Nous comptons sur vous pour nous donner quelques indications précieuses. Bien. Avec vous, nous allons répondre, ou plutôt essayer d'apporter des éléments de réponse donc à toutes les questions que j'ai posées, les rituels, le trésor éventuel, un secret qu'ils auraient découvert. En tout cas, pour la seconde heure, nous parlerons d'alchimie. Est-il possible de transformer du plomb en or ? Qui étaient ceux que l'on considère comme des grands alchimistes, Fulcanelli ou encore Eugène Conselier ? Ont-ils réussi ? La formule existe-t-elle encore ? N'est-elle pas disparue quelque part ? Nous aurons avec nous Patrick Rivière, auteur de nombreux livres sur le sujet. Il nous rejoindra à partir de 23h jusqu'à minuit. Que pensez-vous, vous qui nous écoutez, des alchimistes ? Connaissez-vous une légende sur les Templiers dans votre région ? Vous pouvez évidemment venir en parler avec nous pendant ces 2 heures. Notre standard est à votre disposition, le 0826 300 300. Vous pouvez également participer à l'émission en posant vos questions à Cyril qui me les retransmettra et je poserai les questions que vous désirez poser à l'antenne à notre invité, Monsieur Jacques Rolland ou Patrick Rivière tout à l'heure. Juste avant de commencer avec les Templiers, demain, un petit détour par le programme de demain, on parlera de psychocinèse. Peut-on déplacer, faire léviter ou déformer un objet uniquement par la force de la pensée ? Eh bien, je recevrai quelqu'un qui semblerait y être parvenu. C'est tout à fait troublant. Il s'appelle Jean-Pierre Girard. À ses côtés, je recevrai également un prestidigitateur, un illusionniste qui, sans le vouloir, a produit des phénomènes paranormaux alors qu'il ne voulait ne faire qu'un spectacle de music-hall. Enfin, nous écouterons l'interview d'un scientifique, le docteur René Péoc, qui a fait dans les années 85-86 une expérience résultat tout à fait surprenant avec des poussins, figurez-vous, et un robot, le robot qu'ils prenaient pour leur mère, les premiers réussissant à influer sur le second uniquement par l'effet de leur pensée. Ça, ce sera le programme de demain. Monsieur Rolland, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange, car vous êtes l'auteur de 2 ouvrages consacrés aux Templiers, tous les 2 d'ailleurs parus aux éditions d'Hervy. Je le rappelle, le premier s'intitule Les Grands Maîtres de l'Ordre du Temple et le second, très récent dans la collection d'Hervy Poche, L'assassinat programmé des Templiers, les 2 livres étant extrêmement documentés au niveau historique. Alors, si vous voulez bien, commençons par le début et la création de l'ordre du Temple par Hugues de Pins. Nous sommes à quelle période ? Nous sommes au début du XIIe siècle. Nous sommes en 1118 à Jérusalem où où sont arrivés 8 ou 9 chevaliers avec Hugues de Pins. Et on les voit revenir après en Europe, en Occident. Et on les voit brusquement tenir un concile sous l'ordonnancement du pape et de Bernard de Clairvaux pour la création d'un ordre de moines soldats. Donc c'est allé très vite entre 1118 et 1128, date à laquelle vous avez bien cité le départ de l'ordre du Temple, et on est toujours un petit peu étonné par la rapidité avec laquelle
cet ordre a pu se créer et a pu se développer aussi rapidement. Ils sont combien au départ? Parce qu'il y a une légende quand même sur la création de cet ordre du Temple. Vous avez dit 8, 9, on n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr parce que les noms divergent un petit peu. Mais disons qu'on peut retenir le chiffre 9, qui est toujours un chiffre un petit peu alchimique et ésotérique, mais je ne sais pas si on peut le retenir véritablement. Mais effectivement, au départ, ils étaient moins d'une dizaine. Mais très rapidement, lorsqu'ils sont revenus en Occident, ils étaient un petit peu plus nombreux. Et dès la création de l'ordre lors du Concile de Troyes, cet ordre est devenu numériquement important puisqu'il compta dès 1130 à peu près 2 à 3 000 personnes, ce qui est énorme pour l'époque. Oui, tout à fait. Revenons encore donc sur le début de cet ordre des Templiers. Il est dit qu'il loge à Jérusalem dans les écuries du Temple de Salomon. Ah oui, alors là, il faut être très prudent parce que d'une part, comme je l'indique dans un de mes ouvrages, le temple de Salomon n'a vraiment pas été trouvé archéologiquement parlant. Même actuellement, les savants hébraïques, les bibliques, sont pas d'accord sur l'emplacement exact du temple de Salomon. Oui, il a été détruit et reconstruit 3 fois, je crois. Deux ou trois fois. Mais il semblerait que sur cette esplanade, il y eut des mosquées. Il y en avait 2, mosquée d'Omar et mosquée Al-Aqsa, et que quand on a dit qu'ils avaient été logés dans les écuries du temple de Salomon, ces écuries se trouveraient à Megiddo, qui est au nord-est de Jérusalem. Et là, effectivement, il est très possible que la controverse ait pu s'établir sur à la fois le trésor du temple de Salomon dont vous avez déjà parlé au début, et puis ceux du Templier. Et en fait, ils ont été logés, effectivement, les premiers, sur l'esplanade du temple, ce qu'on appelle l'esplanade du temple actuellement. Et alors, revenons sur le nom, les chevaliers de l'ordre du temple, c'est-à-dire cette référence au temple de Salomon, alors qu'ils auraient pu prendre, on est en 1228, rappelons-le, comme référence le Christ, comme référence le pape, que sais-je. Mais là, le temple du Salomon, c'est étonnant quand même. Alors, c'est très étonnant, d'autant plus que vous avez raison de signaler que les autres ordres hospitaliers qui l'ont précédé, il y en a un, ou qui les ont succédés, ont toujours fait référence à une connotation religieuse tardive, c'est-à-dire du christianisme, alors que eux, ils se sont appelés les chevaliers du temple de Salomon. Alors la dénomination exacte, c'était les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Donc c'est une allusion à une alliance entre l'ancienne loi et la nouvelle loi, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc il est très possible que prioritairement ils ont voulu privilégier le temple de Salomon pour des raisons très traditionnelles. Idéologiques ? Oui, et on a rajouté le Christ, mais c'est pas forcément le même Christ que Rome adorait. Oui, voilà, c'est ce qui leur a valu des problèmes avec Philippe le Bel. On y reviendra tout à l'heure. Alors, comment était structurée la hiérarchie de l'ordre ? Eh bien, très simplement, il y avait à leur tête un maître. On appelle le maître du temple. L'appellation grand maître est une appellation fort tardive. Elle apparaît au XIIIe siècle. Il y avait un maître qui était élu par un couvent qui réunissait tous les commandeurs des différentes provinces templières. Et là encore, la dénomination, c'était le maître du temple. Le maître du temple. La dénomination grand maître a été très tardive au milieu du XIIIe siècle, donc pratiquement un siècle après la création. Quand on regarde la règle, on part toujours du maître du temple. Alors il était assisté par un sénéchal, qui était un second maître adjoint, si on veut, qui s'occupait d'intendance. Et puis il y avait un homme très important qui était le maréchal. Le maréchal de l'ordre était celui qui était responsable des opérations militaires. Et puis ensuite, il y avait des hommes qui étaient non moins importants. Alors je vais utiliser des mots qui sont utilisés pour leur règle, puisqu'en fait, elles se passent en Orient. Il y avait le commandeur de la terre de Jérusalem, et qui lui avait une fonction particulièrement importante parce que c'était le trésorier.
Ah oui. Le commandeur de la terre de Jérusalem était le trésorier, celui qui gérait les flux financiers. Et puis il y avait un autre homme très important qui était le commandeur de la voûte d'Arc, qui était l'amiral des 2 flottes templières. Alors après, il y avait le drapier qui s'occupait de l'intendance au niveau militaire, des baillis, des sénéchaux, etc. Mais c'était une infrastructure qui était beaucoup plus connue. Mais la hiérarchie triangulaire, au départ, était vraiment très très spécifique. C'est étonnant quand même, hein, ce nom, enfin cette référence au temple de Salomon, le grand maître. Vous avez dit que c'était une appellation tardive. C'était en fait le maître du temple, donc il y avait une véritable référence ésotérique. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, non seulement elle était particulièrement applicable à l'infrastructure, mais quand des impétrants souhaitaient entrer dans l'ordre du temple, ils y rentraient en tant que frères. Donc déjà, on n'entrait pas en tant que chevalier. Donc déjà, il y avait cette connotation très ésotérico-religieuse de ceux qui souhaitaient devenir templiers. Ouais. Que signifie leur emblème que tout le monde connaît, 2 chevaliers sur le même cheval? Alors ça, c'est très curieux. La question est souvent posée. Nous l'avons utilisée pour la première partie, la première couverture du livre, oui, en la cassant en 2 pour indiquer l'assassinat des Templiers. Mais en fait, ce saut de 2 chevaliers sur un même cheval est également fort tardive. Elle n'apparaît qu'à partir d'un maître qui s'est appelé Renaud de Vichy, qui était le 8e maître. Donc c'est pas un saut qui est apparu dès le départ. Et oui, je vais vous dire très curieusement, le premier saut qui est apparu, ça ne va peut-être pas vous surprendre, est le saut du premier maître après Hugues de Pin, qui était Robert de Craon, était un saut qui comportait la mosquée d'Omar au centre du saut. Alors très curieusement. Alors ça, c'est très étonnant, effectivement. Un emblème musulman. Ah oui, absolument. Nous avons des documents, bien sûr, aux Archives nationales qui attestent que le sceau de Robert de Craon, qui est le second grand maître du temple, indique la mosquée d'Omar au centre du sceau. Et les 2 cavaliers sur le même cheval, c'est au 8e maître du temple que ce sceau appartient. Ouais. Donc c'est très tardif. Hein. Ouais. Donc là, on voit déjà qu'il y a un ordre tout à fait particulier qui vient de se créer, qui fait référence à la religion judaïque, à la religion musulmane et à la religion chrétienne, avec, semble-t-il, je sais pas, ils ont dû développer à ce moment-là une sorte de discours commun aux 3 finalement. C'était un écuménisme qui ne disait pas son terme, c'est pourquoi on parle souvent des origines orientales de l'ordre du Temple. Et par origine orientale, on veut dire non pas seulement arabe ou persane, mais également le judaïsme primitif tel qu'on peut le voir avec les Esséniens, comme le catholicisme ou la chrétienté orientale tel qu'on peut le voir encore avec les églises coptes ou arméniennes. Donc on a un syncrétisme religieux qui emprunte aux 3 religions, l'islam, le judaïsme et la christologie orientale, des aspects, des composants qui sont totalement l'opposé de ceux de Rome. Ah oui, tout à fait, puisque il va y avoir ensuite les croisades, et les croisades, ça va être évidemment la reconquête de la terre sacrée, c'est-à-dire de Jérusalem et du tombeau du Christ. Jacques Rolland, vous restez avec nous, on s'accorde une première pause, et ensuite nous allons découvrir avec vous en quoi consistaient les rituels de ces frères, de ces chevaliers, de ces moines soldats, de ces templiers. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions, soit en appelant le
0826 300 300. Cyril va les recueillir pour que je puisse, soit que vous vouliez les poser en direct à ce moment-là à notre historien Jacques Roland qui est avec nous ce soir jusqu'à 23h, soit je les poserai moi-même. Vous pouvez également utiliser le SMS, vous tapez le mot Sud, un espace, ensuite votre message, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Sud, un espace, votre message, votre question et vous envoyez tout cela au numéro 71 200. Une pause et ensuite on se retrouve dans la légende des Templiers avec l'historien Jacques Roland. Patrick Bruel, je m'attendais pas à ça. Les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit avec 2 dossiers. Nous avons commencé avec notre premier invité, l'historien Jacques Roland, auteur de 2 livres pour ouvrir le dossier des Templiers. Les 2 livres que je vous recommande très chaudement sont tous les 2 parus chez Dervy Livre. Le premier s'intitule Les grands maîtres de l'ordre du Temple et le second, le plus récent dans la collection Poche chez Dervy, L'assassinat programmé des Templiers. Vous pouvez nous poser vos questions par SMS si vous le désirez. Vous tapez le mot Sud, ensuite un espace, puis votre message et vous envoyez le tout au 71 200 ou encore vous appelez Cyril au 0826 300 300. Jacques Roland, revenons aux Templiers et faisons un petit peu le tour du propriétaire ensemble, si vous le voulez bien. Cet ordre grandit, vous l'avez dit, très rapidement. Ils étaient partis, ils étaient 8 ou 9, on ne sait pas trop. Ensuite, ils se retrouvent très rapidement 2000. Ils continuent à progresser au fur et à mesure que les années passent. Et dans votre livre, j'ai noté un chiffre tout à fait étonnant. On aurait recensé, enfin vous auriez retrouvé près de 9000 commandes et presque 30 000 personnes travaillant de près ou de loin pour le temple. Ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Alors ça, c'est l'âge d'or de l'ordre du temple, c'est-à-dire ce qu'on peut constater par des documents autour des années 1150-1170. Et c'est vrai que il faut être très réservé sur le nombre des commanderies. Une commanderie templière en Occident, c'était une villa fortifiée. Qui assumait la charge, la gestion des terres avoisinantes. Mmh. Mais 30 000 personnes, c'est pas du tout incompatible avec le développement, car dans les 30 000 personnes, c'était pas 30 000 soldats prêts à combattre, mais c'était quand même une armée de métiers. Ça, c'est important à constater. C'était la première armée de métiers du monde, la première armée de métiers en uniforme. C'était les seuls qui combattaient toujours avec une cape blanche, un manteau blanc, on les appelle les blancs manteaux. Mm-hmm. À Paris, il y a des rues qui s'appellent la rue des blancs manteaux. C'est vrai. Et sur l'épaule gauche, il y avait une croix pâtée rouge. Ouais. Mais s'il y avait les frères chevaliers, s'il y avait les sergents d'armes, les piétons d'armes, il y avait également toute une infrastructure à la fois militaire et paysanne, ou hospitalière, ou chapelain, qui servait l'ordre du temple. Mmh. Donc quand on dit le chiffre, quand on énumère et qu'on dit, l'ordre du temple comprenait dans les années 1153 ou 1170 environ 30 000 personnes, c'était pas 30 000 combattants, mais c'était toute une infrastructure qui travaillait pour eux. Le temple à Paris était énorme. Le temple à Paris a toujours été énorme, même sous Philippe le Bel, il était non seulement énorme, mais c'était là où Philippe le Bel lui-même s'est réfugié lorsqu'il y a eu une émeute en 1306, donc un an avant l'arrestation. Il l'aura bien rendu. Il l'aura très bien rendu, vous avez raison. Peut-on avoir une idée géographique? Je ne connais pas très bien Paris, comme sûrement la grande majorité de ceux et celles qui nous écoutent, mais la surface était énorme. Mais pas seulement à Paris, voyez-vous, parce que la richesse immobilière du temple se justifiait par l'acquisition de maisons dans les villes, de rues, de quartiers, et dans des villes comme Toulon, Lyon, Paris, Londres, La Rochelle, on n'en parle même pas, parce que c'était vraiment la place forte numéro 1, ils avaient non seulement des maisons, des rues, mais des quartiers complets. Et à Paris, l'enclos du temple était un enclos qui représentait
À peu près, dans les années 1170, d'après les cartographes qui se sont penchés sur la question, environ 15% de la superficie totale de la ville. Oh, ce qui était énorme. C'est énorme, oui. Ouais. Avec une tour, dites-vous, en son centre, qui était visible de partout. La tour du Temple, je pense bien, et c'était la tour où les ministres des Finances des rois, depuis Louis IX, étaient des Templiers. Et d'ailleurs, le principal ministre des Finances de Philippe le Bel était un Templier que nous connaissons bien, qui s'appelle Jehan de la Tour. Oui. Effectivement. On vient de recevoir un SMS d'un auditeur qui demande les Templiers n'ont-ils pas été les banquiers des croisades? Mais oui, il a raison. C'est tout à fait vrai. Aucun roi, pape ou empereur ne pouvait financer une croisade. Une croisade, c'était 40 à 50 000 personnes qui partaient, même si là-dedans il y avait que la moitié des combattants, mais il y avait toute une infrastructure militaire, logistique, de ravitaillement, de campement, etc., de traversée de pays, qui justifiait des frais énormes, et seuls les banquiers juifs ou lombards ou les Vénitiens pouvaient l'accepter, et jusqu'à ce que les Templiers prennent la relève. Ouais. Alors je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent qu'ils peuvent continuer à nous envoyer des questions. Donc le mot-clé c'est Sud, un espace, votre question ou votre message, et vous envoyez le tout au 71 200. Jacques Roland, jetons un œil tout à fait attentif au rituel des Templiers. Déjà, on l'a bien compris, il faisait référence à la religion juive, à la religion musulmane, à la religion chrétienne évidemment. Alors en quoi consistait leur rituel s'ils en avaient? Alors, il faut que je sois quand même un petit peu plus réservé concernant la religion musulmane. Je ne pense pas qu'il était musulman ou islamiste, mais on peut voir peut-être ultérieurement, parce que je crois que ça fait partie des questions que vous souhaitez poser, que la personnalité du Christ était différemment interprétée par eux vis-à-vis de la chrétienté orientale. Oui, tout à fait. Mais leur rituel est un rituel absolument extraordinaire, puisque sur les 686 articles de leurs règles, qui est une règle qui appartient aussi bien à la règle augustinienne que la règle de Saint-Benoît, il n'y a que 40 articles qui sont consacrés à la vie militaire. Il y en a 640 qui sont consacrés à la vie monastique. Donc c'est avant tout un idéal monastique, c'est-à-dire ce sont des moines versé vers l'univers claustral, c'est-à-dire un univers de couvent, de couvent-forteresse, que la règle s'applique. Et le descriptif des règles qui nous sont parvenues, on n'en a pas tellement, on en a que 8 ou 9, indique très clairement toutes les obligations qui sont très proches d'une règle de Saint-Benoît, depuis Matine jusqu'à Compli. Et par exemple, que devait faire un jeune homme qui voulait rentrer et devenir templier? Alors, il avait énormément de travail à faire, parce que l'impétrant n'était pas du tout adoubé chevalier comme pouvait l'être un chevalier de la table ronde ou arthurien. Il y avait une période de noviciat. D'accord. C'est très important, ça. Donc c'est très très proche d'une règle cistercienne ou d'une règle bénédictine, si vous voulez. Donc il y avait une période de noviciat d'1 an où le frère, c'est un frère, devait se consacrer à la vie monastique. Même s'il avait envie de combattre, il devait se consacrer à la vie religieuse. Après, quand il avait été accepté, comme pouvant être éventuellement présenté, il était présenté par des parrains. Donc c'est pas éloigné de ce qu'on peut observer dans certaines sociétés ésotériques. Et le rituel d'initiation est très proche de ce qu'on peut observer actuellement dans d'autres sociétés initiatiques, où les parrains devaient assumer la responsabilité de la présentation du futur impétron. Et on lui demandait de prêter serment qu'il était chaste, qu'il était pauvre, qu'il n'était pas marié, etc., etc. Il y a au moins 50 articles dans la règle qui sont consacrés à ce rituel d'initiation. Mais dites-moi, le fait d'être présenté par des parrains, les parrains responsables de celui qu'ils amenaient, ça ressemble beaucoup à de la franc-maçonnerie, ce que vous êtes en train de dire là? Mais absolument. D'accord.
On en reparlera tout à l'heure. Lors du procès où on a accusé d'énormément de choses hérétiques, évidemment, les Templiers, on leur a reproché de renier l'aspect divin du Christ. Et c'est là où je faisais référence tout à l'heure à l'aspect un petit peu islamiste. Ah mais tout à fait. Alors vous avez 1000 fois raison, parce que moi c'est un thème que je défends très volontiers, parce que pour les islamistes, dans le Coran d'ailleurs, Jésus-Christ est présenté comme un prophète. Oui. Il n'est pas présenté comme le Fils de Dieu. Et pour eux, et même Saladin l'a dit, on ne peut pas crucifier un Dieu. Donc on peut crucifier un prophète. Mais on ne peut pas crucifier un Dieu, c'est absolument une incorruptibilité de l'essence divine. Et alors, je vais apporter de l'eau à ce que vous venez de dire, c'est que, par exemple, à Damas, dans la grande mosquée des Omeyyades, que n'importe qui peut visiter, le troisième minaret est celui de Jésus-Christ. D'accord. À Damas, la mosquée des Omeyyades, une des plus grandes mosquées d'Orient, le troisième minaret est celui de Jésus-Christ, qui est considéré par les musulmans comme un prophète. Oui, mais s'ils partageaient cette opinion avec le monde musulman ou oriental, en règle générale, ils avaient intérêt à le taire, à ne pas l'étaler sur la place publique, sinon ils auraient été excommuniés tout de suite. Non, je dirais le contraire. À la limite, ils pouvaient très bien accepter que Jésus-Christ ne soit pour eux qu'un maître spirituel, qu'un prophète. Et à ce moment-là, un prophète peut être crucifié, ou un maître spirituel peut être crucifié, pour des tas de raisons, mais jamais un Dieu. Donc, ils ne reniaient pas Dieu, ils reniaient Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. C'est tout à fait différent. Complètement. Mais à cette époque-là, c'était peut-être dangereux. Ça finit par être dangereux, mais sur les 2 siècles de leur histoire, pendant au moins 180 années, personne n'y a trouvé à redire. Oui. Vous restez avec nous, Jacques Rolland. Une pause et ensuite on va parler de ce qui a été le début de la descente aux enfers pour les Templiers. Ça a été la défaite de la bataille de Saint-Jean d'Acre. Et alors là, ça va être en 1291. Jacques Rolland va nous faire vivre la prise de cette ville et la résistance acharnée des Templiers qui ont cédé quasiment la ville pas à pas, maison après maison, quartier après quartier, où ils se sont fait littéralement jeté à la mer. Donc c'était à Saint-Jean d'Acre et nous parlons évidemment du trésor des Templiers. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vos questions, vos réactions par deux biais, 0826 300 300, Cyril est présent au standard, ou tout simplement par SMS, vos questions, le mot-clé Sud, ensuite un espace, votre message et vous envoyez le tout au 71 200. Nolwenn Leroy sur Sud Radio, Histoire naturelle dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons du trésor des Templiers, on en parlera tout à l'heure évidemment, on évoquera ce qui fait la légende des Templiers avec notre historien ce soir Jacques Rolland qui a publié 2 livres aux éditions d'Hervy sur les Templiers. Jacques Rolland, parlons maintenant de ce qui a été la véritable grande défaite, tragédie de l'histoire des Templiers, c'est la bataille de Saint-Jean d'Acre. Resituez-nous l'action et cette bataille a été littéralement dantesque. Oui, elle a été dantesque et elle était inévitable et je dirais tout de suite que jusqu'au bout, Guillaume de Beaujeu a pensé inverser l'ordre des facteurs. C'est assez extraordinaire, on a des documents maintenant qui nous permettent d'indiquer que jusqu'au bout, jusqu'en juillet 1291, jusqu'à ce qu'il tombe percé de nombreuses flèches, il a pensé inverser l'ordre des facteurs en pariant sur l'arrivée des Mongols. Oui, Guillaume de Beaujeu était le grand maître, était le maître du temple à cette époque-là. Il était le maître du temple à l'époque, c'était un Lyonnais bourguignon, enfin il était originaire de Beaujeu près de Villefranche. D'ailleurs, son armorial comporte des lions sur fond d'or. Et il a été le maître pratiquement pendant 20 ans. Et il a été maître depuis 1274 et il est mort en 1291. Et il a tout fait pour que arriva en Palestine, en Terre Sainte, de très nombreux
frères chevaliers, ce qui était le cas. Ouais. Il a réussi à convaincre les autres ordres hospitaliers de se joindre à lui, ce qui était le cas. Les hospitaliers, les teutoniques, l'ordre de Saint-André, l'ordre de Calatrava, etc. Et puis, il avait fait un énorme pari, mais là, il n'a pas été suivi par les cours occidentales. C'était de parier sur l'alliance avec les Mongols. Et cela lui a été refusé parce que les cours d'Occident ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse s'allier avec les Mongols en Orient alors qu'ils étaient aux portes de Vienne. D'accord. Oui. Et alors, Saint-Jean d'Acre, enfin Guillaume de Beaujeu a été sur les remparts de Saint-Jean d'Acre jusqu'à la, c'est là qu'il est mort, jusqu'à la dernière limite. C'est lui qui a quasiment avec ses chevaliers tenu la place. Ah, tout à fait. Et tout à fait. Il y a eu une tour qu'on appelle la tour maudite, qui porte bien son nom. Il y avait eu des combats très acharnés. Et il faut quand même se rappeler que Al-Malik al-Mansour, qui était le successeur de Baïbar, était venu avec 50 ou 60 trébuchets ou des mangonaux, qui sont qui envoyaient des pierreries absolument invraisemblables sur les remparts, qui les cassaient. Et puis, ils avaient construit une deuxième ligne de remparts, je parle des Arabes et des Mamelouks, pour empêcher toute sortie. Et mais en fait, les réserves pouvaient toujours arriver parce que ils n'étaient pas bloqués par la mer. Le Saint-Jean d'Acre est un port très important. Ils étaient dos à la mer. Ils étaient le dos à la mer, mais c'était un avantage et un inconvénient. C'était un inconvénient parce qu'ils ne pouvaient plus reculer, mais c'était un avantage parce que les galères pouvaient y aborder. Et très longtemps, la lutte a été incertaine, et c'est lui qui a vraiment tenu la bataille à bout de bras. Galvaniser ses hommes. Les Arabes s'y sont pas trompés. Alors on a beaucoup glosé sur sa mort. Est-ce qu'il a été tué par derrière? Est-ce qu'il a été tué à bout portant par un carreau d'arbalète? Ou est-ce qu'il est mort tout simplement tiré par des archers arabes? Mais même après sa mort, parce qu'il n'est pas mort immédiatement, malheureusement, je crois que ça s'est très mal passé. Il a été emporté dans la commanderie du temple qui bordait la mer, et cette commanderie a été très longue à se rendre. Les Arabes avaient miné les remparts de la commanderie, et les Templiers qui étaient dedans avaient également miné leurs propres remparts, ce qui fait que lorsque les Arabes, les Mamelouks, ont donné l'assaut final, tout s'est effondré, mais il y a eu, je crois, 3 à 4 000 morts, d'après Ibn Battuta, qui est l'historien qui a suivi en tant que chroniqueur Al-Malik al-Mansour. Il y a eu 3 à 4 000 Arabes morts, il y avait, je crois, 100-150 Templiers aussi, et bien certains ont pu s'enfuir, les derniers ont pu s'enfuir, mais la ville était donc était tombée. Oui. Alors à partir de ce moment-là, ça a été le déclin de l'ordre, et on va en arriver à Philippe le Bel, tristement célèbre, évidemment, roi de France, qui a voulu à ce moment-là la peau des Templiers, et il a monté une machinerie absolument invraisemblable et terriblement efficace. Terriblement efficace. Et la rumeur. La rumeur publique. Ah, voilà, j'allais chercher le mot, mais vous avez 1000 fois raison. Les médias s'en sont magnifiquement emparés. Ils sont magnifiquement emparés. C'est à partir d'un tout petit mensonge qui était devenu énorme. Alors, brusquement, les Templiers qui étaient montés au nu, enfin, c'était des gens propres, pieux, etc. Bon, ils étaient devenus la risée du peuple, c'était des apostates, des hérétiques. On disait qu'ils embrassaient le cul du diable. Voilà, exactement. Qu'ils crachaient sur la croix. Absolument. Donc, toutes ces accusations font l'objet d'une sorte d'unanimité dans les aveux. D'ailleurs, c'est pour croire également que les aveux des Templiers étaient remarquablement coordonnés. Oui, on les a bien aidés aussi. On les a magnifiquement aidés. Voilà, avec un peu de torture. Un peu de torture. Mais il faut se rappeler quand même que lorsque le temple est tombé à Saint-Jean d'Acre, toute l'élite templière est tombée là-bas. Et il ne restait vraiment plus grand monde. Et il y avait 2-3 commanderies à Chypre, et en Occident, enfin nous, dans le royaume de France de l'époque, il ne restait que 653
templiers. C'était rien du tout. Ah oui, rien du tout. Ouais. 653, surtout c'est des personnes âgées, c'était des vieux combattants de 14, si vous voulez. Qui étaient gardés à l'arrière, quoi. Mais complètement, mais c'était des vieux soldats, des amputés, des malades, etc. Alors, qui avaient déjà dépassé l'âge de se battre, et puisque tous les jeunes étaient partis là-bas. Ouais. Donc, l'ordre du Temple en France était devenu ridiculement bas au niveau numérique, ce qui fait que Philippe le Bel a profité également de cet état de fait, parce que en montant cette superbe accusation avec Guillaume de Nagaret, il savait qu'il jouait sur du velours, puisqu'il y avait très peu de monde concerné. Oui. Alors, Jacques de Molay, le dernier grand maître, le dernier maître du Temple, est envoyé au bûcher. Et là, selon l'histoire ou la légende, vous allez nous le confirmer ou nous l'infirmer, il lance sa célèbre malédiction. Alors ça, je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais que c'est grâce à Maurice Druon qu'on en a parlé. Et je sais pas du tout si c'est vrai, mais magnifiquement, ça s'est révélé exact parce que le nombre de descendants de Philippe le Bel, ça correspondait tout à fait à Louis XVI. Oui, donc c'est magnifique. Non, mais même s'il l'a pas lancé, ça s'est révélé complètement exact. Oui. Alors à partir de là, l'ordre est dissous, n'existe plus. Des Templiers, je l'ai lu dans votre livre, certains Templiers s'enfuient vers l'Écosse, en se déguisant, en se faisant passer pour des maçons, des constructeurs. Alors évidemment, vous sentez ma question venir. Est-ce que c'est eux finalement qui, n'ayant plus le droit de vivre au sein de leur ordre et leur ordre n'ayant plus le droit d'exister, est-ce que c'est eux finalement qui ont créé la franc-maçonnerie? Bon, alors c'est une question à double aspect. Ils sont partis, enfin il y a beaucoup quand même de Templiers qui se sont enfuis la veille de l'arrestation générale. Donc les archives du Vatican nous en donnent la liste et nous disent de qui il s'agit. Ce sont les aveux de certains frères qui ont été un peu plus diligentés, donc qui ont reconnu que le maître pour la France s'appelle Gérard de Villiers, rien à faire avec SAS, hein, bien évidemment. Mais il s'appelle Gérard de Villiers quand même. Il s'est enfui en emportant c'était le maître pour la France. Il s'est enfui avec le commandeur du Trésor, enfin le commandeur de la terre de Jérusalem, le nouveau. Il s'est enfui avec le commandeur de la terre d'Auvergne et surtout avec le commandeur de la cité de La Rochelle. Oui. Donc c'est quand même très important parce que pour revenir à votre question, il fallait passer par là. Il y a énormément de documents parce qu'en fait nous n'avons aucune archive concernant l'ordre du Temple. Si on a des archives concernant les Teutoniques ou l'ordre de Malte, nous n'avons absolument aucune concernant le Temple. Alors on peut très bien supposer que c'est les 18 galères qui ont 18 galères parce que c'est des galères très ventrues qui sont partis de Rouen. Avec dans leur ventre les archives ou ce trésor. Ils sont partis avec les archives ou le trésor et ils sont partis aussi bien sur l'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique de l'époque, que sur l'Angleterre et l'Écosse. Et alors là, c'est tout à fait possible que la réponse soit positive à votre question, parce que en Écosse, les origines, comment dirais-je, un petit peu infuses de la maçonnerie, peut remonter à Kilvinning qui se trouve en Écosse, ou Robert Bruce d'Écosse, qui était le chef d'un grand clan d'Écosse, était lui-même templier. Et il avait accueilli au sein de sa forteresse des Templiers rescapés du royaume de France. Donc, la passerelle existe finalement. Elle peut exister, mais on n'a actuellement, à vrai dire, aucune certitude concernant la descendance très logique. Elle est peut-être valable au niveau spirituel, mais la logique chronologique ne permet pas de dire oui. On n'a pas de documents, puisqu'en fait, entre la disparition, la dissolution, comme vous l'avez utilisé, c'est le mot correct, de l'ordre en 1312, au Concile de Vienne, et l'apparition de la franc-maçonnerie qui date quand même de la fin vers les années 1680-1690, il s'est quand même passé 3-4 siècles. Oui, quand même.
Quand même beaucoup. Oui. Alors, avant de parler du trésor, je rappelle que ceux et celles qui nous écoutent peuvent nous appeler au 0826 300 300. Cyril est là pour réceptionner vos appels, ou encore vous pouvez nous envoyer un SMS, le mot Sud suivi d'un espace et puis votre message, et ensuite vous envoyez le tout au 71 200. Nous sommes en compagnie de l'historien Jacques Rolland. Jacques Rolland, évidemment, le moment tant attendu arrive. On a reçu des SMS, notamment un de Jessie qui dit « Rennes-le-Château vit l'enfer avec les fouilles de ceux qui recherchent le trésor des Templiers ». Un autre SMS de Monique Dugard qui dit « Les Templiers sont partis avec tous leurs secrets et leurs connaissances ». C'est ce que vous avez affirmé. Certains sont restés en vie après leur disparition, donc c'est vrai, il y en a pas mal qui sont restés en vie, notamment au Portugal. Alors, quid de ce trésor? On parle d'ailleurs de chevaliers qui montaient à l'origine la garde, 10 chevaliers, jour et nuit, qui gardaient un morceau de la croix du Christ qu'aurait ensuite récupéré Saladin, ce grand général musulman, et le reste du trésor. Alors, il y a également, on peut revenir au point de départ, oui. Si vous voulez bien, parce que vous avez parlé du temple de Salomon. Les fouilles, on a parlé de l'endroit où les Templiers avaient été logés, on n'a pas parlé des fouilles du temple de Salomon, et on n'a pas parlé des mines d'or du roi Salomon. Oui. Alors les mines d'or du roi Salomon, c'est pas une illusion, c'est pas quelque chose de mythique, ça a vraiment existé. La Bible en parle vraiment à plusieurs reprises, et on peut supposer que, indépendamment de la recherche du trésor du temple, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance, etc., la Ménorah, etc. Exactement, les tables de la loi, et les Templiers étaient à la recherche des indications concernant l'exacte situation des mines d'or du roi Salomon. D'accord. Et qu'ils aient mis la main dessus. Ça, c'est une première hypothèse concernant le trésor. Oui. La seconde hypothèse concerne le fait que c'était une banque d'affaires. C'est une banque d'affaires par laquelle circulaient tous les flux financiers de l'époque. Oui, énorme. Alors, c'était une Société Générale ou une BNP avant la lettre. Ça prouvait pas du tout c'était l'argent qui leur appartenait. C'était l'argent qui transitait par leur circuit financier. Oui. Ils avaient rétabli la lettre de change. Qui prenaient leurs bénéfices au passage. Oui, c'était comme un chèque, quoi. On leur remettait l'argent dans une commanderie, ils remettaient une lettre, et ensuite la personne voyageait avec cette lettre, arrivait en Orient, présentait à une commanderie cette même lettre et recevait la même somme. C'était très pratique et très sécurisant pour l'époque. Des petits frais de banque. Évidemment. Mais comme toujours, ça n'a pas changé en revanche. Alors la troisième hypothèse, c'est qu'ils étaient complètement ruinés à la fin après Saint-Jean d'Acre, ce qui est peut-être possible, parce que il faut pas oublier que la richesse du temple était une richesse immobilière. Quand vous avez parlé de 9000 commanderies templières, les 9000 commanderies templières géraient à peu près 4 millions d'hectares de terre. Oui. Ça représentait une somme colossale. Ça représentait une somme colossale, mais qui n'était pas monnayable. Monnayable. Oui, tout Elle à fait. existait. Les revenus des terres agricoles étaient effectivement monnayables, mais c'était pas quelque chose qu'on pouvait vendre du jour au lendemain. Oui. Alors, c'était une richesse importante qui pouvait être gagée. Et puis, il ne faut pas oublier que le temple, au moment de l'âge d'or dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les années 1150, 1170, tous les grands de ce monde qui voulaient en faire partie, voulaient vraiment en faire partie, et pas seulement les roturiers, apportaient une dot, c'est-à-dire apportaient leurs biens, et apportaient leur vaisselle, leur château, etc. Beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Donc le temple était très riche dans les années 1150. Mais en 1291, c'est-à-dire un siècle et demi après, il ne faut pas oublier que l'ordre du temple a duré 2 siècles, ce qui est énorme pour l'époque. Où tout se passe quand même assez lentement. Donc le trésor a fait couler beaucoup d'encre, et on peut dire quand même avec certitude que toutes ces hypothèses peuvent être conjointes, réunies pour dire: y avait-il vraiment un trésor, ou ce trésor était-il d'une autre nature? Alors, oui, c'est une question qu'il faut poser. C'est-à-dire, quand vous entendez d'une autre nature, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, et précisément en fonction de leur création. Quand on parlait des origines orientales de l'ordre du temple,
on peut dire que leur disparition a été également orientale. C'est-à-dire qu'ils ont apporté une certaine... C'était d'une chevalerie spirituelle, il ne faut pas oublier, une chevalerie de l'esprit, c'était des moines soldats. Donc ils avaient une conception de la chevalerie qui était à l'opposé complètement d'un chevalier arthurien. C'est vraiment quelque chose de très différent. Ça rejoignait absolument les légendes iraniennes sur la chevalerie spirituelle iranienne. D'ailleurs, Parsifal est un terme iranien, c'est pas un terme, comment dirais-je, d'Occident, de Wolfram von Münzenbach. Donc, on peut penser qu'ils avaient trouvé en Orient une spiritualité qui les avait maintenus pendant 2 siècles de leur histoire. Une spiritualité qui ressemblerait à ce que pourrait être l'origine de la chrétienté, alors? L'origine véritable de la chrétienté, oui, certainement. Et alors, il n'est pas exclu du tout qu'ils aient eu de l'argent, de l'or, enfin des espèces sonnantes et trébuchantes. Ils en avaient. Je ne sais pas vraiment, on n'a pas de preuve du tout de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Gérard de Villiers, dont il a été question tout à l'heure, il est parti du Temple de Paris, qui était quand même là où était géré le trésor de Philippe le Bel. Je manque de la tour dont j'ai parlé, il était dans les lieux mêmes de l'enclos du Temple. Ils sont partis la veille, quand on dit la veille, ça veut dire 10 jours, 15 jours avant, bien sûr, avec 53 chevaliers armés, à bord de je ne sais pas combien de chariots. Ils ont embarqué à bord de 18 galets, ils n'ont pas embarqué leurs chevaux, ni des documents, et ils ont embarqué autre chose. Alors, est-ce qu'ils sont allés au Portugal, ce qui est vrai d'ailleurs, ils sont allés en Écosse, c'est également vrai, ils sont allés dans le Saint-Empire romain germanique où ils ont rejoint l'ordre des Teutoniques. Donc, il y a eu une dispersion, chacun a choisi un petit peu la voie qui lui semblait la plus proche de sa sensibilité. Mais 18 galères, Ah oui, c'est énorme. Mais ces documents sont des documents du Vatican. Là, dans le livre L'assassinat des Templiers, on a le document qui atteste que le Vatican indique que les notaires apostoliques qui ont enregistré les aveux indiquent bien que Jean de Chalon a avoué que Gérard de Villiers était parti, etc. Alors 18 galets, ça fait énorme pour 53 chevaliers. Donc ils sont partis avec des documents et certainement une partie de leur trésor. C'est pourquoi Philippe le Bel, quand il y a une expression qui revient souvent sous la plume des historiens, a trouvé les coffres vides. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait pour lui. Et voilà. C'est bien fait. Si vous voulez le fond de ma pensée, c'est bien fait. C'est bien fait. Et oui, pourquoi pas. Mais donc, résumons la situation. Trésor, si trésor il y a, on ne sait pas quelle est sa nature. Si ce sont des archives, des documents, des secrets concernant le début de la chrétienté, ou si ce sont, puisqu'ils ont mené des fouilles à Jérusalem, si c'est cette célébrissime arche d'alliance, si c'est cette menorah, les tables de la loi, on ne sait pas. Moi, si c'est les mines d'or, je trouve ça très bien aussi. oui, ce qui est énorme, ce qui est colossal. Ce qui est colossal, absolument. Oui. Absolument. Et puis, je dirais même à la limite, pour revenir à une de vos questions, s'ils sont à l'origine de la maçonnerie, mais c'est un sacré trésor qu'ils ont trouvé. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai, parce que la maçonnerie continue encore. Et vraiment. Nous avons avec nous notre deuxième invité, Jacques Roland. Je vous présente Patrick Rivière. Oui, bonjour, monsieur Rivière. Oui, bonsoir, monsieur Roland. Bonsoir, Patrick Rivière. Bonsoir. Donc, avec vous, nous allons parler de l'alchimie. Ça va être notre second dossier tout à l'heure dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Nous allons en discuter avec vous. Et vous, Patrick Rivière, vous vous êtes intéressé aux Templiers, à l'ordre des Templiers, puisque vous avez publié aux éditions de Vecchi, d'ailleurs, un livre s'intitule Les Templiers et leurs mystères. Oui, tout à fait. Alors, je vous pose la même question que j'ai posée avec Jacques Roland. Vous avez peut-être écouté le début de l'émission où nous avons retracé rapidement, évidemment, l'histoire de cet ordre mythique, légendaire. D'après vous, est-ce que trésor il y avait, d'abord? Je pense qu'il y avait trésor, effectivement. Oui. Alors, de quelle nature? On peut penser donc effectivement aux objets sacrés tels que la menorah, bien sûr. L'Arche d'Alliance. Le chandelier à 7 branches, oui. peut-être l'Arche d'Alliance. Mais en tout cas, je pense que le trésor est avant tout donc spirituel, comme nous l'évoquions précédemment. Oui. Et moi, je pense plus particulièrement à la gnose, en fait, la connaissance des secrets de la nature. Et d'ailleurs, Fulcanelli, l'adepte, le grand adepte alchimiste,
auteur du Mystère des cathédrales et des demeures philosophales, évoque d'ailleurs dans ce dernier ouvrage le problème du Baphomet, le fameux Baphomet qui était quand même la mystérieuse relique qui était attachée à l'ordre du Temple. Alors c'est une tête, le Baphomet, c'est une tête. Alors certains ont dit que c'était la tête du diable, d'autres que c'était une tête aux cheveux blonds. Dites-nous en 2-3 mots ce dont il s'agissait. Ah oui, il y a beaucoup d'interprétations. Or, en réalité, Fulcanelli donne une description parfaitement symbolique, en fait, du Baphomet. Ouais. Et j'ai rendu compte d'ailleurs de cette description dans plusieurs de mes ouvrages, notamment un consacré au Graal, où on voit en fait une tête, disons, réalisée d'une manière tout à fait géométrique, avec un grand triangle pointant bas qui forme le visage, en fait. Ouais. Et en même temps, c'est le symbole de l'eau, bien sûr. Un petit triangle pointant haut qui donne naissance au nez, qui est le symbole du feu. Ensuite, les deux yeux qui sont en fait les deux luminaires, le soleil et la lune, voyez-vous. Ouais. Personnage donc avec une bouche étrange qui représente le globe crucifère, le globe surmonté de la croix qui désigne la prima materia des alchimistes, une petite barbiche aussi bien singulière et puis une couronne qui semble représenter en fait l'état qui est en fait l'image même de l'esprit, quoi, et de la pierre philosophale aussi qui est le sel de sapience. Ouais. Alors il était clairement établi par Fulcanelli qu'en fait ce Baphomet était l'abrégé en fait des doctrines secrètes de l'œuvre. Alors qu'en pensez-vous, Jacques Roland? Je me tourne vers vous. Écoutez, pour le Baphomet, je suis un tout petit peu plus réservé parce que nous n'avons pas trop d'indications. Par contre, ce qui peut rejoindre ce que votre invité Patrick Rivière, Patrick Rivière, c'est que nous avons un sceau de la commanderie de Montdoubleau qui montre la tête de Saint Jean-Baptiste qui est entourée de fleurs de lys dans un encadrement à 8 compartiments qui contient chacune de rosaces. Et cette tête de Saint Jean-Baptiste... Saint Jean-Baptiste qui a été décapité. C'est tout à fait le Baphomet. Parce que le Baphomet, nous n'avons pas d'autre exemple que cette tête de Saint Jean-Baptiste. Alors, bon, nous, sur le plan purement de l'historicité, tout à fait. On est très dubitatif sur le Baphomet, mais c'est pas très grave parce que nous savons que ça peut intéresser beaucoup de lecteurs ou d'auditeurs, mais on n'a qu'une tête qui est celle de Saint Jean-Baptiste pour pouvoir répondre correctement. Mais l'interprétation que vient de donner votre invité, M. Rivière, me semble tout à fait correcte. Et donc, je partage cette interprétation, mais en tant qu'historien, on peut pas l'indiquer dans un livre. C'est assez difficile. Oui, tout à fait. Là, c'est une interprétation. Oui, mais elle est tout à fait plausible. Tout à fait. Oui, d'accord. Ok, j'ai tout à fait bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, Jacques Roland. J'ai passé une heure absolument délicieuse à vous écouter. Mais c'est bien réciproque à vos questions. Et puis, écoutez, j'espère qu'on aura le plaisir de vous avoir à nouveau dans cette émission pour parler encore d'histoire. Oui, puis peut-être à Toulouse comme nous en sommes convenus. Écoutez, ça va avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci et bonne continuation avec M. Rivière. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jacques Roland. Je rappelle les 2 livres que vous avez écrits qui sont parus aux éditions d'Hervy. Le plus ancien s'intitule Les grands maîtres de l'ordre du Temple aux éditions d'Hervy et le second, récent, qui est sorti il y a à peine un petit mois dans la collection poche des éditions d'Hervy, L'assassinat programmé des Templiers. Patrick Rivière, nous allons passer une heure ensemble. On va changer de registre, mais peut-être pas complètement finalement, puisque la transition a été toute trouvée. Nous allons parler avec vous, si vous le voulez bien, des alchimistes. Vous avez publié un livre aux éditions Cosmogone, bien d'autres livres, mais on se basera sur celui-là, je citerai les autres également, qui s'appelle Alchimie et Archimie, l'art particulier des teintures auriques. Et vous nous expliquerez ce que vous entendez par là, et on parlera d'alchimie avec vous et de son histoire. À tout de suite. Tu m'as renversé, Marc Lavoine, dans Les Aventuriers de l'étrange. Après les Templiers, nous allons parler des alchimistes avec notre deuxième invité, Patrick Rivière, qui est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je ne vais pas tous les citer parce que Patrick Rivière, vous avez beaucoup écrit, notamment un livre qui s'intitule Saint-Germain et Cagliostro aux éditions de Vecchi, L'Alchimie aux éditions de Vecchi également, Fulcanelli aux éditions de Vecchi, Le Graal aux éditions du Rocher. Je vous avais dit qu'on en reparle
reparlerai une autre fois de ce fameux Graal, mais on va peut-être pas s'éloigner tant que cela de ce sujet, puisque nous allons parler avec vous pendant 1 heure de l'alchimie et des alchimistes. D'ailleurs, ceux et celles qui nous écoutent, comme pour notre historien Jacques Roland, peuvent poser leurs questions par SMS, le mot Sud suivi d'un espace, leurs questions, leurs messages. Ils envoient le tout au 71 200 et je me ferai un plaisir d'être le porte-parole de ce qu'ils vont dire, ou nous appeler tout simplement au 0826 300 300. Patrick Rivière, revenons un petit peu aux sources. À quelle période a-t-on retrouvé les premières traces concernant l'alchimie ? Alors les premières traces en ce qui concerne les régions proches orientales, c'est la période alexandrine, c'est-à-dire après la conquête donc de l'Égypte par Alexandre au IIIe siècle avant notre ère. Ça remonte loin donc. Ah oui, ça remonte loin et certainement même beaucoup plus loin. Ouais. Alors ça c'est en ce qui concerne les sources, disons, proches orientales. Les sources orientales proprement dites et extrême orientales, comme l'Inde et la Chine, semblent même encore antérieures à cette date. Enfin, on peut déjà, en Inde, avec Nagarjuna, on peut situer déjà à peu près cela à la même période, c'est-à-dire au IIIe, IVe siècle avant notre ère. Et ensuite, donc, il y a eu en Chine, évidemment, toute une trace très importante de l'alchimie, une imprégnation. Ah, j'ignorais qu'il existait à travers deux voies. Oui. Une alchimie chinoise. Les voies externes, donc métalliques, et les voies internes, c'est-à-dire de réalisation spirituelle. Ouais. Alors, justement, question, la définition, l'alchimie, c'est quoi? En quoi est-ce que cela consiste? Alors, l'alchimie, c'est pas une... C'est tout sauf de la chimie, nous sommes bien d'accord. Ah, c'est pas une opération chimique, alors? C'est une chimie spirituelle en fait. D'ailleurs, il y a le préfixe d'al et puis alchimie. Et Eugène Cancelier aimait bien prendre aussi évoquer une autre définition. Il disait que l'alchimie c'était en fait la science du commencement, du recommencement. Alchémia, c'est-à-dire alché, arché en fait, l'arcane. Oui, d'accord. Donc c'était en quelque sorte la science des principes. C'est une belle définition. Alors il y a une autre définition aussi qui la rapproche directement de la tradition solaire, parce que le soleil est très important. On voit tous les alchimistes comme le pseudo-Démocrite qui nous parle il nous dit que le soleil réalise tout l'œuvre est parfait par le soleil. Zosime le Panopolitain aussi en parle, et où tout ça c'est très très important. Et alors là on voit le terme en fait Shemesh, hébraïque Shemesh, et Shamash en fait, donc encore plus ancien, chaldéen, assyrien, qui désigne le soleil. Et Shemesh, Shamash, eh bien, c'est déjà évidemment presque le mot de kémia, et en fait, c'est l'idée de fondre les métaux, et une sorte de fusion, en fait. Ouais. Shemesh, on peut le rapprocher de Shams, qui veut le soleil en arabe, d'ailleurs. Bien sûr, c'est ça, c'est la même chose, c'est la même racine, en fait. D'accord. Voilà. Alors, même si, on a compris à peu près, ça consiste en quoi, pratiquement, je dirais, de manière concrète, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Ah ben c'est tout un univers, puisque c'est l'univers finalement de la recréation quelque part. C'est-à-dire c'est l'idée de partir d'une matière finalement qui est apparemment très vile et d'ennoblir cette matière jusqu'à la faire parvenir à un tel état de maturité et de subtilité qu'en fait finalement elle devient quasiment presque un corps énergétique. C'est-à-dire qu'au départ, elle exige un feu de fusion très important, et puis à la fin, elle devient ce que l'on appelle la grande cire rouge. C'est une des dénominations de la pierre philosophale. Oui. C'est-à-dire qu'elle fond pratiquement la température de fusion de la cire, c'est-à-dire 64 degrés Celsius. Oui. Mais alors donc, la question qui va avec, la pierre philosophale a existé, existe et réalisable? Ah oui, absolument. Ah, vous êtes affirmatif. Ah, moi je suis totalement affirmatif. Vous savez, j'ai consacré toute ma vie à cette quête et je suis affirmatif. Et tous les travaux qui ont été énoncés par les anciens, peut-être serons-nous amenés à mieux parler tout à l'heure de Basile Valentin. Oui. Bon, j'en ai réalisé un certain nombre ici et je peux vous dire que c'est tout à fait fiable. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'avec cette pierre philosophale, si j'en crois la légende, ou enfin vous allez me dire si je me trompe, mais avec un bout de cette pierre, on peut transformer le plomb en or. Oui, absolument.
Alors là, vous me sidérez. Je suis assis, heureusement. Mais ce n'est pas le simple but de l'alchimie. Vous savez, le but de l'alchimie, en fait, c'est la transformation, en réalité. Hein. La transmutation est une grande transformation de la matière, et on doit déboucher également sur l'élixir vitae, c'est-à-dire l'élixir de vie, l'élixir de longue vie, et le fameux or potable qui a qui a finalement pour motivation en fait la prolongation de la vie, c'est-à-dire en fait une substance extrêmement énergisante qui permet de résister aux ans. Alors dites-moi, l'alchimie, ça n'est quand même pas que pour but de créer une pierre philosophale et avoir de l'or, je vais employer une expression très triviale, avoir de l'or à gogo, ou de vivre 200 ans. Non, mais en fait, dans l'idée de prolonger la vie, c'est une idée qui est tout à fait conforme en fait au principe écologique actuel, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, en prolongeant sa vie, on peut peut-être acquérir davantage de sagesse et en faire bénéficier autrui. Voyez-vous, donc c'est quand même une vision assez altruiste, hein, et non pas justement égocentrique. Hein. Oui. Et finalement, en fait, la transmutation des métaux vils en or, qu'il s'agisse du plomb d'ailleurs ou du mercure, hein, le mercure est considéré comme un métal vil aussi, bien sûr, et il réagit très très bien pour cette phase opérative, même parfois mieux que le plomb. C'est en fait une preuve, en réalité, que nous avons à notre disposition la pierre philosophale. Oui, mais dites-moi, Patrick Rivière, est-ce que l'alchimiste n'est pas censé se transformer en même temps qu'il transforme le métal? Absolument, c'est le plus important même. Et ça précède en fait. Hein. C'est l'aspect interne que j'évoquais chez les Chinois tout à l'heure, hein, cette voie du Neitan, eh bien elle précède la voie externe. Et Paracelse avait une phrase superbe, il disait « Nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est déjà transmuté lui-même ». Ah oui, donc il faut avoir, c'est une espèce de sécurité, il faut avoir quand même un état d'esprit bon et sain avant de pouvoir prétendre à le rendre extérieur, quoi, en quelque sorte. Absolument. Il faut suivre le fil de la nature et en fait être conforme évidemment aux grands principes de la nature. Oui, ce qui est quand même plutôt rassurant. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis ce qui est rassurant justement, c'est cet effet miroir. Parce que en fait, l'alchimie, si c'est une science, c'est surtout une philosophie et une mystique, et donc c'est une mystique dans laquelle on a finalement, par le jeu même de la transformation de la matière au creuset, on a finalement un phénomène de miroir, et on peut contempler ceci. Donc, c'est ça qui est intéressant, il y a un effet de preuve en fait. Voilà, si je résume bien, une personne ne peut arriver à produire la pierre philosophale que si elle est devenue elle-même de l'or. Si elle est sur la voie, disons, de la transformation. Hein. D'accord. Et puis surtout, comme le disait Nicolas Valois, hein, la patience est l'échelle des philosophes et l'humilité, la porte de leur jardin, bien sûr. C'est très tout ceci implique un gros travail sur soi-même. Oui, j'imagine. Alors, même si le sujet passionne toujours autant, dès qu'on dit alchimie, c'est comme les Templiers, ça évoque toute une série de fantasmes, d'envies, etc. Est-ce qu'il existe encore de nos jours des alchimistes? Eh bien, écoutez, déjà pour répondre à une partie de votre question, les Templiers connaissaient l'alchimie. Hein. Je ne dis pas que tous pratiquaient l'alchimie, mais un certain nombre la pratiquaient et la pratiquaient fort bien. Donc ça répond déjà un petit peu à ce que nous évoquions tout à l'heure. Hein. D'accord, mais est-ce que des alchimistes existent encore? Alors des alchimistes existent encore, bien entendu. J'en connais un certain nombre d'ailleurs, hein, par Mons et par Vaux. Et nous avons des rencontres philosophiques autour du fourneau au laboratoire. Hein. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous vous incluez dans le groupe alors? Oui, bien sûr. Ah très bien, donc vous êtes un alchimiste? Oui. Très bien, bon, voilà, les choses étant posées, est-ce que vous avez rencontré donc dans vos réunions des alchimistes qui ont réalisé la pierre philosophale? Ça arrive peu, mais c'est arrivé. Et vous avez eu l'occasion d'en voir une? Oui, on a eu l'occasion d'avoir la preuve par le creuset, oui. Mais dites-moi, scientifiquement, c'est quand même énorme ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est énorme. Et comment ça se fait que la science ne s'est pas penchée dessus? Je crains qu'elle ne s'y penche pas avec
disons les bonnes des intentions. Bon, si je pense que les intentions sont toujours des intentions de connaissance en fait. Hein, oui, et donc oui, à ce moment-là, très objectivement, c'est une bonne chose. Mais je ne suis pas sûr que les paramètres qu'elle choisissent pour aborder cette science, qui est une science, c'est une science tout de même, suffisent en fait. C'est ça le problème. Oui. Parce qu'il y a énormément de paramètres qui interviennent lors de l'élaboration de l'œuvre. Et pas seulement des paramètres connus en physico-chimie, si vous voulez, c'est-à-dire la pression, la température, etc. Pas seulement cela. Mais c'est sûr qu'on vit au diapason de la nature. Hein. Le cycle naturel est important. On ramasse la rosée, on travaille par des nuits de pleine lune parfaitement sereines, sans vent, etc. Tout ça, c'est important. Oui. Et donc il faut être en symbiose totale avec la nature, vivre au même rythme qu'elle. Absolument. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a fort longtemps que j'ai quitté Paris et que je me suis isolé à la campagne. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Et donc à ce moment-là, c'est là où la science, je dirais officielle, ne peut pas entrer ou bien saisir ce domaine tant qu'elle n'a pas franchi ce pas. Non, elle peut intervenir simplement à la fin pour analyser le produit obtenu. Oui. Ce qui est le cas, ce qui a été le cas et qui a révélé effectivement l'obtention de l'or ou de l'argent suivant le cas. Hein. Oui. Mais en fait non, parce que les opérations alchimiques ne sont pas des opérations chimiques. Et il y a un moment donné où pour disons un esprit particulièrement cartésien, de physico-chimiste, on a du mal à comprendre le bien fondé. Oui. Par exemple, de notre utilisation de ce que la science officielle va considérer comme des impuretés, par exemple. Hein. Je pense, prenons le cas d'une fusion. Bon, vous avez évidemment des scories. Bon, les scories, habituellement, on les rejette, bien sûr. Oui. Ce qui compte, c'est de fondre le métal, et donc on part du minerai, et puis on obtient le métal à la fin, et on rejette les scories. Oui. Nous, les scories nous intéressent. On va les mettre en putréfaction, et on va récupérer le soufre qui a permis de réduire le métal et qui s'est attaché aux scories. Voyez-vous ? Oui. Et évidemment, c'est un soufre qui présente des singularités qui, pour nous, sont essentielles. Bien. C'est un soufre qui est métallisé, qui n'a plus du tout les mêmes réactions. C'est pour ça que c'est une chimie totalement différente. Et vous savez, René Allo, qui est toujours d'ailleurs un spécialiste de l'alchimie et qui a bien connu, qui a côtoyé Eugène Cancelier, dont nous parlerons certainement tout à l'heure, qui a été un de ses amis. Oui. Bon, on n'en était pas moins universitaire, et à la Sorbonne, il déclarait tout bon qu'on ne pouvait pas comprendre le Moyen-Âge si on ne se plongeait pas dans le domaine de l'alchimie. Ça avait ses raisons, tout cela. Et il avait compris qu'effectivement, et il le soulignait d'ailleurs, il était un des rares à l'époque à le dire, l'alchimie n'est pas la chimie, ni une pré-chimie. C'est pas du tout des balbutiements de la chimie, comme on a voulu nous le faire croire. Patrick Rivière, vous restez avec nous, il nous reste 3 quarts d'heure qui s'annoncent passionnantes à passer en votre compagnie. Une pause et on se retrouve dans quelques moments pour, à ce moment-là, essayer de comprendre comment cette œuvre se met en place, quels sont les ingrédients que doit utiliser un alchimiste. Le langage des textes anciens est quand même totalement hermétique ou très difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a des raisons précises à ça? Vous nous répondrez à toutes ces questions et aux questions que voudront bien nous poser les auditeurs au 0826 300 300. Cyril est au standard, ou encore par SMS avec le mot Sud, un espace. Vous tapez votre question, votre message et vous envoyez le tout au 71 200. Nous parlons d'alchimie dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Juanes sur Sud Radio, adios Lepido, les aventuriers de l'étrange. Nous parlons de l'alchimie avec donc Patrick Rivière qui est auteur de plusieurs livres sur ce sujet. Patrick Rivière qui est alchimiste lui-même, c'est ce que vous nous avez dit, Patrick Rivière, tout à l'heure, et vous travaillez donc sur la réalisation du grand œuvre, hein, c'est comme ça que l'on dit. Oui, absolument. Voilà. Évidemment, les SMS commencent à arriver. Je vous poserai les questions des auditeurs et auditrices. Mais pour commencer, comme je l'ai précisé avant le disque, quels sont les ingrédients que doit utiliser un alchimiste pour transformer le plomb en or? Ah, les ingrédients que doivent utiliser les alchimistes. Bien écoutez, je vais répondre d'une manière générique. Hein. Oui. En fait,
Fulcanelli décrit très bien cela. Il dit les corps n'ont pas d'action sur les corps, seuls les esprits ont une action sur les corps. Alors les esprits, on peut penser à des acides, l'esprit de sel, l'acide chlorhydrique, etc. Ah oui, en fait, c'est beaucoup plus subtil que cela. Il dit les esprits métalliques et minéraux. En fait, ce sont des substances quintessentiées, c'est-à-dire des substances que l'alchimiste lui-même aura préparées, si je puis dire, qu'il aura quintessentiées, pour reprendre ce terme, la quintessence. Ouais. Et en fait, quand il travaille sur la rosée, par exemple, il va fixer le sel qui est contenu d'une manière tout à fait infime dans la rosée. C'est pour ça qu'il ramassera des litres de rosée pendant des années, pour avoir ce sel. Et c'est un sel double qui a la propriété d'être un fondant métallurgique et qui est enrichi évidemment par les soufres que la nature distille, bien entendu, dans la période printanière. Ouais. Alors ça, c'est très très important. En fait, il faut que tous les éléments qui interviennent dans l'œuvre soient minutieusement préparés par l'alchimiste. Mais cela prend combien de temps? Des années à vous entendre? Ça prend des années, bien sûr. Une vie peut-être même? Oui. Pour certains, ça a pris une vie. Je pense à l'adepte Bernard Le Trévisan qui a réalisé la pierre philosophale à 82 ans, par exemple. Oui. Ah oui, effectivement. Oui. C'est vraiment un chemin tout à fait particulier, autant intellectuel, mystique que chimique finalement. Absolument. Oui. Une chimie spirituelle, si vous voulez. Oui, voilà. Est-ce qu'il faut quand même avoir de sérieuses connaissances en chimie pour se lancer dans le grand œuvre? Parce que là, vous parlez de fusion, de métal, etc. Il faut quand même avoir des connaissances solides quand même dans ce domaine. Eh bien, écoutez, les connaissances en chimie ne nuisent pas, mais à une seule condition, c'est qu'elles puissent aider en fait à éviter des erreurs, des erreurs grossières. C'est-à-dire que lorsque telle ou telle réaction se produit, parfois, si on a des connaissances en chimie, on va comprendre tout de suite. Alors qu'on peut très bien se laisser bercer par de douces illusions si on n'a aucune connaissance de la chimie. Donc ça ne peut pas nuire. Oui. De toute façon, la connaissance ne nuit jamais. Oui. Mais il s'agit de bien comprendre que ceci ne permettra pas simplement de réaliser l'œuvre. Oui, il faut aller plus loin. Il faut dépasser cela. Oui. Est-ce qu'il y a malgré tout des risques dans la manipulation de tous ces produits? Alors il peut y avoir un certain nombre de risques, bien sûr, mais enfin, il suffit d'être assez prudent et de faire attention de ne pas préparer, par exemple, des fulminates, les fulminates qui sont des explosifs, donc il faut faire très attention. Et c'est vrai qu'on utilise des substances nitreuses, des substances sulfureuses, et que parfois, effectivement, un peu de salpêtre mélangé à du soufre, ça peut créer une petite explosion. Il faut faire attention. Oui. Il y a une question qui nous est arrivée par SMS de Simon qui nous écoute et qui dit: avez-vous eu l'occasion de voir le plomb se transformer en or? Oui. Alors là, vous, monsieur Patrick. Oui. Alors, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe comment? C'est-à-dire que au moment où ça se produit véritablement, on ne le voit pas tellement parce que les vapeurs de plomb ne sont quand même pas très bonnes à respirer. D'accord. Donc en général, le creuset est mis au feu. On a placé un fromage au-dessus du creuset, si vous voulez, ou un couvercle. Et puis on attend un certain laps de temps en fait. Et de temps en temps, on regarde évidemment ce qui se passe, mais comme c'est en plein feu, si vous voulez, vous ne voyez que la lumière du feu. On voit rien, d'accord. Il n'y a rien. Et alors une fois l'opération apparemment terminée, alors là, on a le plaisir de sortir une matière qui au départ était argentée et qui devient toute dorée, bien sûr. Ouais. Mais ça se passe comment? On met du plomb dans le creuset, un bout de la pierre philosophale, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que la pierre philosophale, en fait, au préalable, était fermentée. C'est ce qu'on appelle fermenter. En fait, c'est un terme qui est inadéquat en réalité. En fait, on a placé un petit peu d'or, mais un tout petit peu d'or avec la pierre, une quantité infime. Et en fait, cet or a fini par se teindre un petit peu. Il devient rouge. Voilà. Et alors cette pierre, en fait, est enveloppée dans de la cire. Oui. Et quand le plomb est en fusion, alors à ce moment-là, on la projette dans le plomb. D'où le terme de projection. D'accord. Et à ce moment-là, on referme le creuset. Voilà. Et le plomb se transforme en or. Oui. Alors, est-ce que cet or alchimique, donc, a une particularité spéciale? C'est complètement ce que je dis, la particularité spéciale. Enfin, est-ce qu'il a une particularité? Les propriétés physiques et les propriétés chimiques semblent apparemment les mêmes. Enfin, en tout cas, il y a peu de différences. Il y a peu de différences.
Mais l'aspect de l'or est un petit peu différent, lui. Il est plus clair, il est un petit peu plus jaune, en fait. Mmh. Hein, ce qui est normal, puisque l'or que nous connaissons est un or allié, en fait. Hein. Oui, un peu de cuivre, donc c'est souvent du 18 carats, et donc il est allié donc à un quart de cuivre, et à ce moment-là, il est un petit peu rouge, quoi. Oui, c'est ce qu'on parle, 18, 24 carats, c'est ça, je crois, Pierre, etc. Oui. Alors, justement, il y a Yannick de Villeneuve-sur-Lot qui nous écoute, qui m'a précédé dans la question que je voulais vous poser, et qui dit, lui, par SMS, est-ce que les alchimistes ont un compte en banque bien rempli, finalement, puisqu'ils sont capables de produire de l'or? Non, sincèrement, je ne le crois pas du tout. C'est pas leur but, l'enrichissement, en fait. Ce n'est pas du tout leur but, et en plus, la quantité est toujours relativement infime. Elle est infime, et puis lorsque l'alchimiste dispose de la pierre philosophale, il pense bien davantage à l'élixir, à son application en tant qu'élixir de longue vie, plutôt qu'à faire des transmutations, la transmutation n'étant qu'une preuve. Mais en revanche, il y a un autre aspect qui est important à souligner, c'est que très souvent, les alchimistes ont pu s'enrichir grâce à des procédés archimiques. Oui, c'est d'où le terme d'ailleurs voilà, d'où votre livre, et là c'est complètement différent. Là. Absolument. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Ah bien, elle est totale en fait, parce que autant l'alchimie est une science spirituelle, sacrée, mystique, autant l'archimie en fait c'est une sorte de bricolage, d'orfèvrerie pour obtenir une sorte de teinture d'or en fait, ou d'augmentation d'or. Oui, mais ça reste l'archimie fabrique du faux or ou? Oui. Ah voilà. Oui, mais qui peut véritablement passer pour du vrai dans certaines conditions. D'accord. Et il y avait des orfèvres en la matière. Oui. Et il semble bien que, par exemple, Saint Vincent de Paul, on ne penserait pas de prime abord, eh bien Saint Vincent de Paul, lorsqu'il a été embarqué à Tunis de force, il est devenu en quelque sorte donc le domestique d'un alchimiste arabe, et il semble bien que celui-ci préparait des procédés alchimiques et qu'il avait de l'or par la méthode des sémentations, d'ailleurs que Fulcanelli a décrite, et puis moi je me suis assez souvent penché sur cette question, j'en parle dans ce livre, à la suite de toutes les recettes en fait qui avaient été compilées par le savant Marcellin Berthelot. Il a passé plus de 20 ans à travailler sur les manuscrits égyptiens traduits en grec, qu'il a traduit lui-même d'ailleurs pour partie. Je pense il y avait le papyrus de Leyde, de Stockholm, enfin des choses absolument phénoménales, et qui retraçait justement dans cette période ptolémaïque de l'Égypte toutes les manipulations archimiques qui étaient faites par les Égyptiens, tout près de Memphis d'ailleurs. D'accord, donc les Égyptiens avaient ces connaissances déjà. Ils avaient ces connaissances, et ils les ont laissés dans les papyri en fait. Très bien. Marcellin Berthelot, je le dis juste en passant, qui appartenait au Collège de France quand même. Donc, absolument. Grand monsieur quoi. Et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, parce qu'en réalité, il a côtoyé aussi un autre grand monsieur qui était Fulcanelli. Voilà, alors justement, on en parlera tout à l'heure avec d'ailleurs un SMS qui vient d'arriver. Je vous pose la question, mais vous nous donnerez la réponse tout à l'heure. Un SMS qui dit, est-ce qu'à l'époque, il fallait donner une preuve qu'on était alchimique pour être reconnu comme tel par un autre alchimiste? C'est une bonne question. Je suppose que vous avez la réponse, bien entendu. Je ne l'ai pas véritablement, parce que en fait il aurait fallu que j'ai connu ces époques où un alchimiste... Non, il n'y a pas véritablement de clé, je pense que c'est l'épreuve par le feu en fait, c'est tout simplement l'épreuve par le feu. Bon, Patrick Rivière. Donc il ne s'agit pas de sortir une particule d'or et de dire elle est alchimique, c'est l'épreuve par le feu, il faut se retrouver lors d'un petit cénacle et puis faire une transmutation. Voilà, et évidemment, il faut montrer ce qu'on sait faire. Absolument. Vous restez avec nous, Patrick Rivière, une pause, et continuez à nous envoyer vos questions par SMS, Sud, un espace, votre question, vous envoyez le tout au 71 200, 71 200. Vous restez avec nous juste après le disque, nous allons continuer à discuter d'alchimie avec Patrick Rivière. Louise Attaque, le groupe Louise Attaque depuis toujours, c'est le titre de la chanson dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'alchimie avec notre invité Patrick Rivière, qui est l'auteur de nombreux livres sur le sujet et qui est alchimiste lui-même. Vous pouvez nous poser vos questions. Cyril est au standard 0826 300 300 ou par SMS, tout simplement en tapant le mot Sud, ensuite un espace et puis votre message ou votre question. Vous envoyez le tout au 71 200. Patrick Rivière, parlons maintenant d'alchimistes.
de grand alchimiste, vous avez souvent cité Eugène Cancelier. Qui était-ce? Eugène Cancelier, sa vie a été un véritable apostolat en fait. Eugène Cancelier, c'est le grand témoin de l'alchimie au XXe siècle. C'est le disciple de Fulcanelli. Et à ma connaissance, c'est effectivement le seul disciple, comme il le prétendait lui-même, hein, c'est une vérité. Donc il a fait connaître l'œuvre de Fulcanelli, le mystère des cathédrales, les demeures philosophales, et il a écrit évidemment de nombreux ouvrages et articles consacrés tous à l'alchimie, à la réalité opérative de l'alchimie, puisqu'il l'a pratiquée pendant des lustres et des lustres. Hein. Oui. Eugène Cancelier est décédé? Eugène Cancelier est décédé, oui, en 1982. Ah oui, donc c'est un contemporain, tout à fait. Ah oui, absolument. Oui. Vous avez eu l'occasion de le côtoyer, de le croiser? Bien sûr. Et nous avons entretenu aussi une correspondance dont je fais état de temps en temps dans mes ouvrages, et j'ai resitué en fait ces lettres, ces courriers, et en réalité Eugène Cancelier était certainement la personne la plus à même en fait de retracer toute l'ampleur même de l'alchimie, pas seulement évidemment l'histoire de l'alchimie et toute son opérativité au fourneau, mais aussi tout le côté, je dirais, surréaliste de l'alchimie également. C'est-à-dire le côté surréaliste. Le côté merveilleux des petits matins où on va quérir la rosée et ces illuminations de l'esprit, et puis ces choses qui se passent comme ça, comme des hasards bien heureux et qui n'en sont pas en fait. Oui. Sorte d'intersigne, vous voyez. Oui. Et en fait, il était très heureux d'avoir été adoubé un petit peu par le clan des surréalistes, en tout cas le petit cénacle qui entourait Breton lui-même. Oui. Et ça, c'était une chose tout à fait admirable. Et c'est vrai que malheureusement, peu de lecteurs font la part de ce surréalisme chez lui, qui est absolument extraordinaire. Mais à vous entendre et à entendre la manière dont vous parlez d'Eugène Cancelier, par exemple, il faut vraiment vouer sa vie entière à cette recherche, finalement. Oui. C'est quasiment... L'alchimie est une maîtresse qui vous capte, qui capte toute votre énergie et votre attention. Oui, mais faut-il vivre comme un moine? Je veux dire, isolé, seul, en famille, des enfants, comment? Ah oui, non, il n'y a pas de problème à cela. D'ailleurs, Eugène Cancelier vivait en famille, bien sûr, et c'est tout à fait c'est tout à fait sain. Il faut vivre pleinement sa vie, mais en fait, effectivement, il faut être à l'écoute de la nature. Hein. Donc, de préférence, évidemment, sortir de la ville et se trouver une petite chaumière dans la campagne. Hein. C'est recommandé quand même. Mais alors dites-moi, Eugène Cancelier est décédé, vous nous l'avez dit, dans les années 80, c'est ça? Oui. Hein, et là, il y a un SMS qui nous est arrivé au 71 200 qui dit: est-ce qu'un alchimiste a déjà utilisé la pierre philosophale pour rallonger sa vie? Ah oui, bien sûr, sous la forme de l'élixir. Oui. Bien sûr, mais c'est même, on peut dire que tous l'ont fait en fait. Hein. On pourrait reprendre tous les discours des adeptes, ils en portent tous témoignage. Oui. C'est évident. Hein. Mais ils sont morts à un moment donné. Ils sont morts à un moment donné parce que, en fait, l'élixir de longue vie, ce n'est pas un élixir d'immortalité. Ah, d'accord. D'accord. Oui, en fait, on redonne au corps une sorte de réjuvénescence qui lui permet finalement, peut-être vraisemblablement, ça il faudrait l'étudier en détail, mais de stimuler les défenses immunitaires, de reprendre. Alors ça correspond à ce que les alchimistes décrivent quand ils disent les cheveux repoussent, la peau se tend, enfin des descriptions comme ça qui paraissent tout à fait amusantes et parfois désuètes, mais qui finalement sont réelles. C'est un véritable fantasme que vous êtes en train de décrire là. Non, mais c'est vrai, oui. Ça fait partie de l'alchimie. Hein. L'alchimie était tout un univers en fait. Ah, complètement d'ailleurs. Et qui ne se réduit pas du tout à des recettes. Hein, vous comprenez, à un compendium de recettes pour parvenir à la pierre. C'est autre chose. Parlez-nous maintenant de Fulcanelli. Ah, Fulcanelli, alors il est évidemment très très cher à mon cœur parce que Eugène Cancelier a été mon maître, mais qui m'a dirigé directement, si vous voulez, sur Fulcanelli, bien entendu, hein, qui était son propre maître et qui lui a atteint l'adeptat. Et Fulcanelli, j'ai trouvé, je dirais pas par hasard, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais j'ai trouvé sa véritable identité et j'ai été tout à fait saisi lorsque je me suis aperçu de quel personnage il était en réalité. En réalité, c'était donc un savant et un membre, non pas du Collège de France, mais membre de l'Institut, d'ailleurs de la même manière que Marcellin Berthelot aussi, bien sûr. Et il
il a réalisé donc la pierre philosophale et en même temps tous ses travaux profanes. C'est ce que je veux dire, ces travaux scientifiques, si vous voulez, en tant que savant français, je ne veux pas dire profane tout de même, mais par rapport à l'alchimie, eh bien, ont porté très souvent sur des bains de surfusion, sur la luminescence solaire, sur la radiation solaire, et d'ailleurs, il a donné lui-même une unité de mesure, en fait, de l'intensité lumineuse. Mais alors, qui était ce monsieur Fulcanelli ? Alors je peux bien le dire maintenant puisque j'ai publié sur cette question. Vous savez, j'ai attendu presque 18 ans avant de révéler son identité. En fait, il s'agissait de Jules Viol. Jules Viol, voilà, qui est né en 1841 et qui est mort, on dirait mort officiellement en 1923. Oui. C'est d'ailleurs ce que Eugène Cancelier laissait entendre dans une interview qu'il avait accordée au Figaro en 1965. Mort officiellement. Voilà. Pourquoi justement cette précision ? C'est important parce que il y a eu tout un ensemble de recoupements qui ont été faits d'après les témoignages de Eugène Cancelier pour essayer de définir qui était cette personne. Or effectivement, s'il est né en 1841, mort en 1923 officiellement tel que le décrit Eugène Cancelier, eh bien il avait bien 113 ans lorsque Eugène Cancelier dit l'avoir retrouvé à Séville en 1954. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui. Mais il ne dit pas dans quel état il l'a retrouvé, si c'était sur un plan transcendant, mystique ou... Voilà. Oui, d'accord. Là encore, c'est la part un petit peu surréaliste qui entoure l'alchimie. On a un SMS très surréaliste qui est arrivé, qui est arrivé justement, qui dit juste cette phrase tout à fait sibylline: avec vous, Monsieur X. Ça vous dit quelque chose? Non. Non, pas... Moi non plus. Non. Ça aurait pu vous dire quelque chose, mais enfin bon, c'est pour ça que je vous le livre tel que je l'ai reçu. Oui. Ça me dit quelque chose par rapport à Fulcanelli lui-même, hein. Oui. Parce que Fulcanelli a beaucoup travaillé sur l'X, le qui, en fait, qui était, puisque c'était son travail scientifique, en fait, sur l'étalonnage du maître, en fait, hein. Le maître étalon. Oui. Donc il y avait un X. Et en même temps, bon, évidemment, X, on pense à Polytechnique, et il en parle d'ailleurs abondamment dans son ouvrage Les demeures philosophales. Mais c'est vrai que c'était un grand scientifique français, et qui a laissé son nom. Vous pouvez le retrouver donc dans un bon dictionnaire en un seul volume, comme étant en fait un savant français qui a fait un certain nombre de découvertes tout à fait appréciables, puisqu'en fait il a capté un rayon de soleil. Il a capté un rayon de soleil dans un dispositif qui est un petit peu l'ancêtre de la bouteille thermo, hein, et il a capté ce rayon de soleil au sommet du Mont Blanc et dans le Sahara. D'accord. C'est amusant parce que la captation du rayon de soleil, c'est une illustration alchimique, hein. On retrouve ceci dans les vieux grimoires. C'est curieux quand même. Mais dites-moi, quand on ouvre un bouquin, un livre parlant d'alchimie, y compris un livre ancien, les termes, les phrases, le vocabulaire est absolument incompréhensible. Tout à fait. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que si on soumettait toutes les données des ouvrages alchimiques à un ordinateur, invariablement il se planterait. Ah oui, il comprendrait. Parce que si on veut accorder un sens bien précis à tel terme utilisé par tel alchimiste, eh bien on est obligé de reconnaître que pour tel autre, ce sera différent. Et alors ainsi, effectivement, les alchimistes ponctuent toutes leurs phrases de soufre, de sel et de mercure, et qui n'ont rien à voir avec le soufre vulgaire tel qu'on l'entend, ou le sel, ou le mercure. Hein, comme dit Paracelse, le soufre, c'est une sorte d'huile, si vous voulez, hein. Oléitas, dit-il, c'est une sorte d'huile, en fait, grasse, hein, une matière grasse, voilà. Donc tout ce qui est gras, c'est un soufre, évidemment. Hein, il faut décoder. Voilà, c'est ça. Et puis le mercure, eh bien, c'est une substance aérienne, volatile, etc. Donc ça peut être de l'alcool, mais pas forcément. Ça peut être de l'éther, peut-être de l'acide, ça peut être, vous voyez. Mais ce n'est pas du mercure, en fait. Et puis le sel. Alors le sel, c'est évidemment plus souvent quand même facile à retenir, sauf le sel de Sapience qui lui-même est la pierre philosophale. D'accord. Donc là, c'est plus du chlorure de sodium, hein. C'est plus, c'est complètement du sel de cuisine, hein. Oui. Nous en sommes loin. J'imagine. Patrick Rivière, une nouvelle pause et on se retrouve pour parler encore d'autres grands noms de l'alchimie. Je pense à Basile Valentin, Nicolas Flamel, pour que vous nous racontiez un petit peu leur vie, leur parcours et ce à quoi ils ont dit être arrivés. À tout à l'heure, Patrick Rivière. Une pause, le temps de rappeler pour moi que vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS, Sud
Sud, un espace, votre question ou votre message au numéro suivant 71 200 ou encore appelez Cyril au 0826 300 300. Whatever, c'était le groupe Oasis sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons d'alchimie. Vous pouvez nous envoyer vos questions qui ne manquent pas d'ailleurs par SMS, le mot Sud, un espace et puis votre message. Vous envoyez le tout au 71 200, je vais y arriver. Et puis vous pouvez nous appeler également au 0826 300 300. Posez vos questions à Cyril, je me ferai votre porte-parole volontiers. Nous parlons de l'alchimie jusqu'à minuit. Nous parlons d'alchimie avec Patrick Rivière, qui est lui-même alchimiste et auteur de nombreux ouvrages sur ce domaine et d'autres domaines évidemment. Patrick Rivière, parlons d'autres alchimistes, comme par exemple Nicolas Flamel. Qui était-il ? Nicolas Flamel, c'est toute la légende de l'alchimie, oui. Parce que Nicolas Flamel, c'est l'image de ce personnage qui a son échoppe d'écrivain public à Paris. Il est né près de Pontoise, vers 1330. Il s'est établi sous les piliers de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, qui est en fait qui donne comme seul vestige maintenant la tour Saint-Jacques, actuellement. Oui. Mm-hmm. Il épouse une veuve qui porte le nom de Pernelle. Alors c'est amusant parce que là, quand je dis c'est toute la légende, effectivement au sens étymologique du terme, légenda, ce qui doit être lu. Parce que Niké, Nicolas, c'est Niké la victoire, Las la pierre, donc le vainqueur de la pierre. D'accord. Flamel par le feu, qui est quand même assez curieux. Et Pernelle quelque part assure la pérennité de la tradition alchimique. Alors on dit qu'il serait parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il décrit son voyage, il y aurait rencontré Maître Canche, qui en fait constitue quelque part sa chance, si on permute les lettres, évidemment. Oui. Et bien entendu, il a fait un songe, il a à la suite d'un ouvrage qui lui a été remis, qui est l'ouvrage d'Abraham le Juif, dans lequel se trouvent des figures hiéroglyphiques très complexes, et il trouve, à l'aide de Maître Canche, il va trouver en fait la solution. Il va en réalité, lors de son retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais peut-être n'y est-il jamais allé, parce que c'est un voyage allégorique aussi, il va entreprendre le grand œuvre. Voilà. Mais alors dites-moi. Et un 17 janvier, il parviendra à la réalisation de la pierre au blanc. Ah, c'est pas mal, je suis né le 17 janvier justement. Ah, c'est très bien. Vous êtes né un jour tout à fait opportun. Il va falloir que je me penche sur la question. Bien en ce qui concerne la tradition alchimique qu'en ce qui concerne toute la tradition propre à Rennes-le-Château et puis Saint-Roch, évidemment, le patron des initiés. Oui, pourquoi Rennes-le-Château ? Parce que Rennes-le-Château, c'est toute l'histoire du 17 janvier. Je pense que vous êtes intéressé un petit peu à cette question. Oui. Voilà. Alors, sur la tombe de la marquise de Blanchefort. Alors, continuons à parler de Nicolas Flamel. Oui. Est-il devenu riche après ? Alors, apparemment, il est devenu très riche. Alors évidemment, il y a eu des contradicteurs, des moult contempteurs à son époque. Bien sûr, il y a eu l'abbé Villain qui a écrit toute une diatribe. Voilà. Mais je pense que si sa fortune est assise non pas sur la réalisation de la pierre, mais sur la réalisation de particuliers, bien sûr. C'est-à-dire en fait de travaux archimiques. Voilà. C'est ça. Mais ça ne l'empêche pas, parallèlement, d'avoir obtenu la pierre. Parce que souvent, évidemment, ça ne nuit pas. Un peu de science peut nuire, mais beaucoup de science absolument jamais. Et il est évident que qui peut le plus peut le moins. Donc vraisemblablement, après l'obtention de la pierre philosophale, il s'est plongé dans des travaux archimiques qui lui ont permis d'élaborer une certaine fortune tout de même. Alors, justement, il y a une question qui nous est arrivée par SMS. Pourquoi créer de l'or ? Quel est l'intérêt dans tout cela ? C'est sa propre réalisation finalement ? Oui, bien sûr, c'est sa propre réalisation qui compte. On revient à la phrase de Paracelse, nul ne transmute aucune matière s'il ne s'est transmuté lui-même. Bécher dit aussi autre chose, il dit les faux alchimistes cherchent vainement à faire de l'or et les vrais philosophes se mettent en quête de la science, en fait, de la connaissance, bien sûr, bien entendu. On n'a cité que des noms d'hommes, on parlera de Basile Valentin également dans quelques minutes, mais il y a un SMS qui pose la question fort juste, y a-t-il des femmes alchimistes ou y a-t-il eu des
ces femmes alchimistes? En tout cas, il y a des textes qui leur sont rapportés. Hein. Ouais. On parle de Marie la Juive dans la période alexandrine, post-alexandrine. On a parlé de Cléopâtre, mais enfin une autre Cléopâtre vraisemblablement. Ouais. Il y eut aussi la reine Christine de Suède qui se passionna par l'alchimie après son application. Ouais. C'est quand même très important parce que non seulement elle a été le mécène d'alchimisme, mais elle-même, semble-t-il, a pratiqué. Et puis il y a eu aussi Sabine Stuart de Chevalier, tout de même, qui était donc une femme alchimiste en titre, qui a participé à l'œuvre de son mari et qui a participé à la rédaction de l'ouvrage tout à fait conséquent, qui s'appelle d'ailleurs le grand œuvre. Enfin, est-ce qu'il y a actuellement encore des femmes alchimistes? Alors apparemment, il y en a quelques-unes qui sont passionnées d'alchimie. Souvent, elles se tournent vers les travaux qui concernent plus précisément le végétal, par exemple. Avant de passer au minéral, elles sont... Voilà. Mais je connais quelques femmes qui sont passionnées d'alchimie métallique. Hein. Oui. Ça existe, tout à fait. Oui. Alors, parlez-nous maintenant de Basile Valentin. Alors, Basile Valentin, Fulcanelli le considère comme son véritable maître, c'est-à-dire son initiateur. C'est-à-dire que c'est en se plongeant sur les travaux de Basile Valentin, en dévorant ses ouvrages, que, semble-t-il, Fulcanelli est parvenu, en fait, à l'illumination, à la connaissance. Ouais. Là, on est à quelle période? Alors, c'est au début du XVe siècle. Ouais. C'est un célèbre moine bénédictin d'Erfurt, en Allemagne, qui, si ça se trouve, n'a jamais existé, parce qu'on n'a jamais trouvé une preuve précise, en fait, de son existence. Ouais. Et encore une fois, on retrouve dans son nom Basile, Basileus, Valentin, Valentinus, c'est-à-dire en fait la médecine royale, la médecine universelle, en quelque sorte, l'élixir de longue vie. Hein. Donc c'est certainement un pseudonyme. Peut-être était-il moine. En tout cas, vraisemblablement, il n'était pas seul, je pense, pour la rédaction de tous les ouvrages qui lui sont attribués. Parce qu'il a écrit une somme considérable, en fait. Il a décrit une somme considérable de travaux, et il est évident que moi-même, pour avoir entrepris un certain nombre de ces travaux, ils sont parfaitement fondés. Donc il fallait qu'il travaille jour et nuit l'alchimie. C'était vraiment très très impressionnant. C'était un ouvrage collégial plutôt. Je pense que c'était plutôt un ouvrage collégial. Alors il a produit évidemment le char triomphal de l'Antimoine auquel je faisais référence tout à l'heure. Il y a les 12 clés de la philosophie, et on a retrouvé aussi d'autres petits ouvrages qui lui sont attribués, comme la révélation de la teinture des 7 métaux, enfin des choses comme ça. Il a le traité de l'azote, qui est un traité aussi éminemment passionnant. Enfin, c'est un véritable adepte. Vous savez que en alchimie, quand on utilise le terme adepte, c'est pas du tout un disciple qu'on désigne par le mot adepte. Hein. Adepte vient d'adeptus, c'est vraiment celui qui sait, en fait, celui qui a trouvé. D'accord. Voilà. Mais donc c'est adepte avec un grand A. C'est celui qui est en possession de la pierre. Oui. Mais dites-moi, Patrick Rivière, en parlant comme ça des grands alchimistes passés, tous font référence à un maître. C'est-à-dire que pour entrer sur la voie alchimique, il faut trouver son maître, il faut trouver un maître. Oui. Il faut trouver un maître, bien que le véritable maître se trouve à l'intérieur de nous-mêmes une fois qu'on est sur la voie, si vous voulez, parce que tout n'est pas dit, hein. Tout n'est pas dit. Et le maître, en général, ne révélera pas tout non plus. Il va vous laisser cheminer. C'est comme dans toute discipline mystique, hein. On retrouve ça aussi bien dans le soufisme, par exemple, que dans la pratique de certains yogas. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un fil conducteur, et il y a un fil traditionnel, en fait, qui relie les adeptes les uns aux autres. Mais alors, vous, qui est votre maître? Eh bien, écoutez, ça a été pour partie, en fait, Eugène Cancelier, dans la mesure où il m'a permis de mieux découvrir Fulcanelli, et puis de mieux appréhender Fulcanelli, surtout, parce que, en fait, il était charitable, hein, suivant le vocable qu'utilisait l'alchimiste. Vous savez que charitable veut dire, en fait, celui qui va pas trop embuer de mystère, de nébulosité son discours. C'est ce que faisait Eugène Cancelier. En tout cas, pour moi, il me parlait clairement. Et puis par la suite, eh bien, il y a eu d'autres personnes que je ne peux pas nommer, si vous voulez. Et bien sûr, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Bien. En tout cas, Patrick Rivière, l'heure, je ne l'ai pas vu passer. Ça a été vraiment passionnant de discuter avec vous. Avez-vous réalisé le grand œuvre ou pensez-vous pouvoir le réaliser ? Alors écoutez, pardonnez-moi, mais si tel est le cas, je m'interdirais de le dire. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça peut... Par éthique. Ah bon ? Oui.
Mais je vous en ai suffisamment dit tout à l'heure, je pense. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, le grand œuvre, pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui permet à nouveau de rêver, en fait, mais de rêver tout à fait sainement. Mm-hmm. Finalement, c'est une sorte d'écologie mystique, quelque part. Très bien, c'est très joli. On se quittera là-dessus. Merci beaucoup en tout cas Patrick Rivière. Merci à vous. Je peux signaler d'ores et déjà, je sais que vous donnez des conférences très très souvent. Vous en donnerez une notamment au Salon du Livre Ésotérique qui va se dérouler à Condom les 17 et 18 juin prochains. Le 18 juin, vous serez présent pour présenter votre livre Alchimie et Archimie. Est-ce qu'il y a d'autres conférences avant ? Écoutez, pas à ma connaissance. Bon. Non, j'en ai effectué quelques-unes en Suisse récemment, mais là, je n'en ai pas. Bon, très bien. Donc, merci beaucoup Patrick Rivière, et puis je conseille à ceux et celles qui vous ont écouté avec passion, comme moi, de se plonger dans vos différents ouvrages. Le dernier vient de sortir aux éditions du Cosmogone, Alchimie et Archimie. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Che se l'ori o Massarini, sostiene Redina Forza. Et bien voilà, les aventuriers de l'étrange se terminent pour ce soir après avoir ouvert le dossier des Templiers et celui de l'alchimie. Si ces dossiers vous donnent envie de vous replonger encore dedans, eh bien dites-le nous en nous envoyant un SMS ou en nous écrivant tout simplement. On pourra éventuellement consacrer à nouveau une émission à ces deux dossiers. Vous nous appelez, vous nous écrivez plutôt, les aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. On se retrouve, vous le savez, demain dimanche à partir de 22h pour parler d'un phénomène passionnant dans le monde du paranormal. Il s'agit de la psychokinèse. Peut-on déplacer, faire léviter ou déformer un objet uniquement par la force de la pensée? Je recevrai quelqu'un qui semblerait y être parvenu plusieurs fois. Il s'appelle Jean-Pierre Girard. Il sera avec nous en direct. À ses côtés en direct également un prestidigitateur, un illusionniste, un magicien dont c'est le métier, qui sans le vouloir a produit des phénomènes paranormaux alors qu'il ne voulait faire qu'un spectacle de musical. Il a écrit un livre tout à fait passionnant qui vient de sortir et où il a participé également à différentes expériences en tant qu'illusionniste pour évidemment débusquer la tricherie. S'il y avait parfois, souvent, il n'y avait pas de tricherie, il nous racontera tout cela. Et enfin, nous écouterons l'interview d'un scientifique tout à fait passionnant qui s'appelle le docteur René Péoc, qui a 3 doctorats, un doctorat en sociologie, un doctorat en médecine et un 3e doctorat en sciences naturelles, s'il vous plaît. Et ce docteur a fait une expérience dans les années 85-86, une expérience au résultat surprenant avec des poussins et un robot. Les poussins pensaient que le robot était leur mère et donc ils ont réussi à influer sur les déplacements de ce robot uniquement par l'effet de leur pensée. Il a réalisé cette expérience avec des résultats encore une fois tout à fait surprenants. Rendez-vous donc demain pour en savoir plus avec vous, bien entendu, de 22h jusqu'à minuit. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission, à Cyril qui était au standard et à Pierre Massias qui m'a aidé à construire cette émission des aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une belle nuit. Rendez-vous demain sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange, 22h minuit, sur Sud Radio.